Alors qu'ils devaient être installés dans un gymnase du 18e arrondissement de Paris, les clandestins ont finalement investi l'un des quartiers les plus convoités de la capitale, le 6e arrondissement. Nos équipes se sont rendues sur place. Le pouvoir use, Emmanuel Macron et sa majorité la prennent à leurs dépens. Un peu plus d'un an après la prise de pouvoir du jeune président, le doute s'installe chez le locataire de l'Elysée et ses proches. Depuis plusieurs années, l'Europe occidentale accueille des centaines de milliers de migrants venus d'Afrique. La Russie, de son côté, développe des partenariats avec de nombreux pays du continent noir, emboîtant ainsi le pas à la Chine. Madame, Monsieur, bonsoir. Les clandestins passent du 18e au 6e arrondissement de Paris. Alors qu'un centre d'accueil devait ouvrir le 30 août dernier dans la rue des Poissonniers, les autorités publiques ont finalement fait marche arrière suite à la contestation des habitants. Finalement, les clandestins ont trouvé refuge dans le très chic 6e arrondissement. Un reportage de Thibaut Bastide. Paris, le 30 août, rue des Poissonniers dans le 18e arrondissement. C'est à cet endroit qu'une centaine de clandestins devaient être installés dans un gymnase appartenant à la RATP. Problème, les locaux se situent en bas d'une résidence privée. Dans ce quartier populaire de Paris où se mêlent trafic de drogue, prostitution et agression, cette nouvelle arrivée migratoire a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai appris par quelqu'un qu'il y allait avoir, juste à côté de mon entrée, un accueil de migrants. Inutile de vous dire que la réaction ne s'est pas fait attendre parce que nous habitons, comme vous pouvez le regarder, c'est un site privé, fermé tout autour avec des barrières, avec des digicodes et c'est une habitation, quoi. Vous prenez n'importe quel immeuble, c'est comme si qu'au rez-de-chaussée, il y avait un gymnase et qu'on leur mettait des migrants. Donc nous, j'ai passé le mot à tous les locataires, nous sommes descendus. On a immédiatement dit non, parce que nous estimons que déjà, au pont des Poissonniers, avec toute l'insécurité qui s'y passe, comme dans beaucoup de secteurs tout autour de nous, plus nous venons d'apprendre que sur la voie ferrée, le camp Rome, ça y est, il s'était de nouveau réinstallé. Non, on n'en veut pas. Suite à un premier passage du préfet de police et du préfet de Paris, les habitants du quartier ont décidé de bloquer l'accès au gymnase. Malgré une lettre leur indiquant qu'il s'agit d'un dispositif d'urgence et d'exception et la venue de nombreux élus, dont le conseiller de Paris, Christian Honoré, les riverains ont finalement obtenu gain de cause quelques heures après notre passage. En effet, lors d'une nouvelle rencontre, le préfet de Paris, Michel Cadot, est finalement revenu sur sa décision. Le centre d'accueil ne verra pas le jour dans le 18e arrondissement de Paris, mais dans le 6e. Un soulagement pour les habitants de la rue des Poissonniers, mais pas forcément au goût des riverains du quartier latin. Comme vous venez de le voir, le 30 août dernier, nous étions dans le 18e arrondissement de Paris, rue des Poissonniers, exactement pour suivre l'installation d'une centaine de clandestins en bas d'une résidence dans un gymnase de la RATP. Finalement, quelques heures après notre passage, la préfecture de police a décidé de revenir sur sa décision. Les clandestins ne sont pas installés dans le 18e arrondissement, mais dans le 6e, dans un quartier extrêmement convoité de la capitale, à quelques mètres du boulevard Saint-Germain et de l'Université Descartes. Ils sont installés dans la rue Mazet, dans une ancienne résidence universitaire. Nous allons voir maintenant ce qu'en pensent les résidents du 6e arrondissement de la capitale. Bien, de mon point de vue, l'installation de migrants est bonne lorsque on trouve des endroits adaptés. Il est évident que aussi bien un quartier très défavorisé comme le 18e, où il n'y a pas beaucoup d'installations adaptées, que le 6e, où il n'y en a pas du tout, ne sont pas des lieux appropriés. Ah, pourquoi pas, après tout? Ça serait une bonne idée, puis il y a beaucoup d'espace vert pour dormir dehors. S'ils se conduisent bien, il n'y a aucun problème. Malheureusement, dans Paris, il y a beaucoup de quartiers où il n'y a pas de migrants et où la sécurité n'est pas excellente, où la réputation est un peu défaillante et où la propreté est très très défaillante. Donc malheureusement, aussi bien pour les habitants que pour les touristes, pour ceux qui viennent nous voir et nous laisser un peu d'argent, ça se dégrade un peu partout, pas spécialement à cause des migrants. Donc arrivée de migrants ou pas, la situation reste la même? C'est, je crois, ce qui se passe en fait, oui. J'habite Nanterre, les migrants, je vais vous dire, ils me feront pas peur. J'ai des migrants de première, deuxième, troisième génération qui sont aussi français que vous et moi. On voit arriver les prochains. Bah non, parce qu'on n'a pas payé très cher nos appartements pour être encombrés et non.
La centaine de clandestins installés dans la rue Mazet devrait y rester jusqu'au 30 octobre prochain, à moins que le préfet ne décide de prolonger l'aventure dans le très huppé cœur de Paris. Macron et sa majorité sont-ils en train de vaciller? Après un été délicat, l'équipe En Marche semble moribonde. Les premiers signes d'inquiétude sont palpables dans le camp présidentiel. Peut-être avons-nous manqué d'humilité. Ces mots sont ceux du ministre de l'Intérieur et macroniste de la première heure, Gérard Collomb. Une autocritique qui montre que la machine En Marche peut se remettre en question et donc probablement rebondir. Mais aussi un autre constat, le président Macron n'est pas invulnérable. En off, des proches du président, notamment des ministres, constatent qu'Emmanuel Macron a perdu de sa superbe depuis l'affaire Benalla. Il faut dire qu'après cet épineux dossier, mélangeant manque de professionnalisme et vie privée, Emmanuel Macron a dû faire face à la démission de Nicolas Hulot et aux difficultés soulevées par l'impôt à la source. Des difficultés qui ont mis en exergue les failles du système En Marche. Tendance à la surconcentration des pouvoirs, arrogance et finalement une forme d'amateurisme si l'on gratte un peu le vernis de start-upper du mouvement présidentiel. Un mouvement, c'est peut-être aussi là que le bas blesse, ne pas être un parti comme les autres, apporter une forme de renouvellement dans la méthode, a largement contribué au président pour être élu. Mais pour gouverner, c'est une autre paire de manches. Et si les partis comme les Républicains et le Parti Socialiste ont leur lot de défauts, ils avaient également leurs avantages. Maillage territorial, connaissance des arcanes du pouvoir ou encore pratique des institutions. Longtemps intouchable, côté médias, Emmanuel Macron devra à présent faire face à l'usure du temps. En effet, si le jeune président a bénéficié longtemps d'une certaine immunité, les médias comme les électeurs se lassent assez vite. Ajoutez à cela la montée du populisme partout en Europe qui met un coup de frein à son rêve de construction européenne, l'opposition sociale incarnée par Jean-Luc Mélenchon et qui se verrait bien jouer la carte des grèves et des blocages, les oppositions des partis politiques LR et PS qui ne se laisseront pas enterrer, ou encore le maintien, malgré tout, d'un haut niveau d'intention de vote en direction du Rassemblement national. Beaucoup de facteurs qui ont de quoi inquiéter le président et sa majorité. Car si En Marche s'est fait très rapidement, le parti présidentiel pourrait aussi disparaître tout aussi vite. Inexistant localement, qu'il s'agisse des municipalités, des départements ou des régions, le parti pro-européen n'est pas non plus assuré de disposer d'une équipe étoffée au Parlement européen à l'issue des prochaines élections de 2019. Vous l'aurez compris, l'exécutif devra jouer serré pour maintenir le cap de ses réformes, mais surtout pour survivre à long terme. La Russie s'implante en Afrique. Une note d'analyse de l'IVRIS, l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques, explique la stratégie d'influence de Moscou en direction du continent noir. Après le Proche-Orient, la diplomatie du Kremlin ne laisse rien au hasard. C'est une sorte de retour aux sources pour la diplomatie russe. Longtemps présente sur le continent africain à l'époque soviétique, la chute du communisme avait mis un net coup d'arrêt à la présence slave en Afrique. Aujourd'hui, les rapports entre la Russie et l'Afrique subsaharienne reprennent de plus belle et des dizaines de coopératives russo-africaines voient le jour dans des domaines comme le nucléaire, l'armement, l'énergie ou les ressources minières. Des relations au beau fixe symbolisées par une photo, celle prise en juillet dernier lors du sommet des BRICS. 5 pays visant à terme à contrer l'hégémonie occidentale, qu'elle soit états-unienne ou européenne, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Un sommet qui avait lieu cette année à Johannesburg avec la Communauté de développement de l'Afrique, une organisation continentale rassemblant 16 pays africains. Un rapprochement qui ne doit à rien au hasard. Aujourd'hui, l'arrivée d'investisseurs russes est plutôt bien vue en Afrique, mis à part en République démocratique du Congo. L'Europe occidentale, déjà inquiétée par l'implantation massive des Chinois en Afrique, voit donc aujourd'hui la Russie marcher sur ce qui fut longtemps considéré comme son terrain de jeu. Dans ce contexte, difficile de ne pas voir la tournée africaine de la chancelière Angela Merkel ou le passage non sans ridicule du Premier ministre britannique Theresa May en Afrique du Sud comme des réactions plus ou moins désespérées. Contrairement aux pays d'Europe occidentale, la France notamment, Moscou comme Pékin ne sont pas embarrassés d'un quelconque passé colonial. Ajoutez à cela les interventions françaises controversées ces 2 dernières décennies, notamment en Libye, et vous aurez toutes les raisons d'un recul de l'influence de Paris et de ses alliés sur le continent noir. Autre acteur majeur du jeu africain et qui joue gros face à l'arrivée d'une concurrence de pays comme la Russie, la Chine et l'Inde, les États-Unis. Washington est aujourd'hui en partie dépendant de certaines importations de minerais en provenance d'Afrique et voit donc d'un mauvais œil l'arrivée de Moscou dans la partie.
Reste que pour garder le cap sur le long terme, la Russie et ses partenaires des BRICS devront probablement faire face à une contre-offensive occidentale dans laquelle Washington pourrait embarquer Bruxelles. Pour l'instant, le constat pour l'Europe est le suivant. La Russie, l'Inde et la Chine signent des contrats en Afrique. L'Union européenne, elle, accueille des clandestins. Et alors que les clandestins sont logés par la mairie de Paris, les prix des loyers n'en finissent plus de s'envoler dans la capitale. Un retour à l'encadrement des loyers serait d'ailleurs à l'étude. Novembre 2017, la mesure d'encadrement des loyers prend fin. Moins d'un an plus tard, le constat est clair, les prix ont explosé. Une étude comparative a d'ailleurs mis en relief ce phénomène dans la capitale à travers l'analyse des prix de 15 000 annonces de location non meublées dans 80 quartiers recensés. Le site meilleursagents.com estime que les 3 arrondissements les plus touchés sont Notre-Dame dans le 4e, le Jardin des Plantes dans le 5e et le quartier Monet le 6e. Des quartiers déjà très chers, ce qui ne change finalement pas trop. Mais là où le bas blesse, c'est du côté de la moyenne de la hausse sur l'ensemble de la capitale. En juillet 2018, 8 mois après la fin de l'encadrement, un locataire payerait en moyenne 130 € au-delà du plafond légal. Le pourcentage de logements dépassant le plafond fixé en 2017 concerne la moitié des logements de la capitale, selon meilleursagents.com toujours, soit une augmentation de 15% en seulement quelques mois. Il n'en fallait pas plus pour envisager un retour de l'encadrement des prix des loyers pour la fin de l'année 2018. L'adjoint au maire de la capitale, le communiste Yann Brossa, chargé du logement, l'a d'ailleurs affirmé, la municipalité devrait remettre en place l'encadrement des loyers dès la fin de l'année. La proposition devra cependant passer devant le Conseil de Paris avant la fin de l'année. Une manière de mettre fin temporairement à l'hémorragie, mais pas de résoudre le problème du logement à Paris. Avec l'explosion du prix de l'immobilier, puis l'augmentation permanente des prix, la capitale a profondément changé et vivre dans Paris devrait bientôt être réservé à des segments sociologiques particuliers, baby-boomers, couples sans enfants bénéficiaires des HLM de la ville de Paris et ou politiques, ou encore CSP++. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Booba et Karis s'en sortent bien. Jugés jeudi au tribunal correctionnel de Créteil, les 2 rappeurs ont tous deux nié être à l'origine de la violente rixe qui les a opposés le 1er août dernier dans un hall d'embarquement de l'aéroport d'Orly. Après plus de 10 heures d'audience, le procureur a requis une peine de 12 mois de prison avec sursis contre les 2 rappeurs alors qu'ils risquaient jusqu'à 10 ans de prison. Le jugement sera rendu le 9 octobre prochain. Du beau monde autour de Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'il ne dispose pas de service de protection officiel, le patron de la France Insoumise a fait appel aux bons soins d'Azem El Moukadem, Antifa bien connu dans la cité phocéenne. Il est notamment le patron de la salle de concert Le Molotov, dont les locaux servent de point de ralliement pour les militants d'extrême gauche. Azem El Moukadem dit assurer la protection de Jean-Luc Mélenchon face à la prétendue menace identitaire. Le membre du collectif Nosotros, groupe qui célèbre Che Guevara et Karl Marx, est également connu pour avoir organisé des soirées hommages avec les terroristes d'extrême gauche Yves Perra et Jean-Marc Rouillant. Le probable futur président brésilien poignardé en pleine rue. Jeudi, le candidat Jair Bolsonaro a été attaqué à l'arme blanche en plein meeting. Blessé au niveau de l'abdomen, le favori des sondages a dû être opéré en urgence suite à une perforation du gros intestin et de l'intestin grêle. L'auteur de l'attaque a été arrêté. L'individu de 40 ans aurait agi pour raison personnelle sur ordre de Dieu. Presque 500 ans et toutes ses dents, jeudi, le château de Chambord a fêté son 499e anniversaire. Joyau de la Renaissance, le bâtiment est aujourd'hui l'un des monuments les plus visités de l'Hexagone. 916 888 personnes ont franchi ses grilles en 2018. Le château de Chambord est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Une exposition pour les jeux vidéo, ça se passe au Victoria et Albert Museum de Londres. Il s'agit d'une exposition sur les arts dans les jeux vidéo pour montrer la diversité des jeux, des histoires et des interactions physiques. I think we should be looking to video games just as much as we look to literature, just as much as we look to music, just as much as we look to film. That just as in film you get sort of huge Hollywood blockbusters, you equally get sort of art house cinema. And the same is true for games. This is a very vibrant and diverse and eclectic field. And I think we need to really value this medium.
Les bébés tigres du Bengal Safari Park se portent bien. 4 mois après leur naissance, ils sont toujours bichonnés par leur mère, mais également par les soigneurs. Ils devraient encore rester 3 mois aux côtés de leur mère avant d'être relâchés dans le parc et possiblement dans la nature. If we have more females, then there are more possibilities of breeding in the future, and then we can go for animal exchange with other zoos as well. So maybe perhaps in the future we can also reintroduce them in the wild. Burt Reynolds est mort. L'acteur américain, vedette d'Hollywood dans les années 70 et 80, est décédé jeudi à l'âge de 82 ans. Il avait été nommé aux Oscars en 1998 pour son interprétation dans le long métrage Boogie Nights. Avec une carrière de près de 6 décennies et une centaine de films à son actif, Burt Reynolds aura marqué l'histoire du cinéma américain. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, nous vous conseillons la lecture du quotidien présent de fin de semaine. À la une, ils veulent tuer la Ligue de Salvini. Ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp évoquent les manifestations à Chemnitz en Allemagne et le remaniement ministériel. Nicolas Faure fera ensuite le portrait piquant de Christophe Barbier, le rédacteur en chef de l'Express. Et puis également au programme de cette fin de semaine, Bistro Liberté. D'ailleurs, j'ai une situation ubuesque à vous dire. Il y a 3 ans, il y a une page entière sur le Canard enchaîné. Je suis un mafieux, je suis un bandit, il y a des caisses d'argent chez moi, des espèces, enfin bon. Et en plus, je menace tout le monde, et si on veut parler avec moi, c'est à coup de barre de fer ou à coup de billet de 500 €. Voilà l'article, une page entière. Samedi, vous avez également rendez-vous avec le Samedi politique pour la rentrée. Élise et son invité, Bastien Lejeune, dressent le bilan de l'été d'Emmanuel Macron, un été calamiteux où le roi Soleil est passé du Nouveau Monde à l'Ancien Régime. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Comme il est très carriériste et opportuniste, eh bien, il va falloir qu'il fasse des choix. La République exemplaire n'est pas la République infaillible. La République exemplaire, c'est celle qui sanctionne les faits délictueux, celle qui fait respecter la loi. Dimanche, Jean-Pierre Maugendre, vous avez donc rendez-vous avec Jean-Pierre Maugendre, dans un terre de mission consacré à la question de la peine de mort. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi, bonsoir. Bonsoir. Il y a des jours où vous essayez de faire participer la vieille personne dont vous vous occupez au miracle de la société libérale amazonienne qui permet de commander ce qu'on veut par carte bleue et de le recevoir le lendemain, c'est même garanti par contrat. Et donc un jour vous lui dites à ce vieux monsieur de 89 ans, bon alors vous allez voir, on va faire un test, on va commander vos piles pour les oreilles par Internet, c'est moins cher. Non, 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 je ne veux pas me servir de ma carte bleue par Internet. Mais puisque je vous dis qu'on va le faire avec la mienne, donc... C'est ce qu'on fait, vous commandez sous ses yeux, avec livraison garantie le lendemain, et nous sommes lundi. Avant de vous décrire les étapes, je précise que tout ça avait une valeur de test. Vous avez là une personne vulnérable, inquiète, qui ne peut pas bouger, qui résiste tant bien que mal à ce qu'on appelle la dépendance, et vous voulez voir quel est le degré d'accessibilité de la société contemporaine, technologique, presse-bouton, quand ce sont des personnes seules de plus de 80 ans qui lui sont confrontées. Alors vous allez me dire, oui, mais cette société n'est pas faite pour les gens qui ont un quotient intellectuel insuffisant. Alors là, je vous arrête. Le monsieur a toute sa tête, il est ancien interne des Opinto, chirurgien, possédant un grand Mac avec un écran comme ça depuis de nombreuses années. Ça, voilà pour l'objection première. Oui, mais si c'est en race campagne, vous allez me dire, c'est normal. Je vous arrête encore, nous sommes là à 8 km de Rungis, près d'Orly, donc pas d'excuses. Donc le lendemain, jour prévu de la livraison, vous apprenez que c'est Chronopost qui s'en occupe. Et déjà, si curieux, vous avez comme une appréhension.
Elle se confirme, rien avant 20h. Le surlendemain, rien non plus. Vous allez sur le site internet de suivi des envois, vous tapez votre numéro, on vous dit que le colis est en préparation alors qu'il aurait dû être livré hier. Le lendemain, vous apprenez qu'il y a eu tentative de livraison ce matin à 9h. Ça voudrait dire que c'est vous qui n'avez pas répondu, c'est vous le fautif en somme, mais vous n'avez pas bougé de chez vous et votre téléphone est resté muet. Donc vous vous sentez la conscience tranquille, vous allez voir sur le site de Chronopost, explication, ils sont allés livrer dans une autre ville qui se trouve à 40 km. Du coup l'envoi est revenu à Rungis et le lendemain Amazon vous présente ses excuses et vous dit que la livraison n'est pas intervenue, ça on l'a bien vu, mais qu'elle sera effective le lendemain de 8 à 20 heures. Le site de Chronopost, lui, vous dit que la livraison aura lieu hier. Bon. Là, vous commencez à vous énerver un peu. Il faut dire que votre vieux monsieur, à qui vous êtes en train de montrer que tout était si facile et largement à sa portée, est littéralement paniqué en voyant tout ça. Il répète heureusement que c'est pas ma carte bleue. Il n'en dort plus. Il m'en parle le matin au réveil. Alors, il dit pour une société censée faciliter de la vie de tout le monde, y compris des vieux, chapeau, c'est très réussi. Quant aux démarches que j'effectue sur Internet pour essayer de savoir ce qui se passe, elles sont tellement loin de la portée d'une personne âgée ou d'une femme seule sans instruction, ou d'un couple du quart-monde, que c'est carrément risible. Un exemple, sur le site internet de suivi de Chronopost, vous tapez votre numéro de colis dans la fenêtre de l'onglet version française, je le précise, et qu'est-ce que vous voyez dans la colonne de droite en bleu? Questions fréquentes. Évidemment, c'est le moment où votre vieux monsieur met ses lunettes pour lire la colonne des questions. Et que dit la colonne sous questions fréquentes? Elle dit « I gave delivery instructions, but I want to change them. Is that possible ?» C'est sympa pour un vieux monsieur. Donc écœuré, il laisse tomber, il se fout de nous, et là c'est difficile de lui expliquer le contraire, car il se fout de nous. Nous attendons jusqu'à 20h pour voir si le site continue à nous dire quelque chose, qu'on sera livré avant-hier par exemple, c'est toujours le cas. Le lendemain, Amazon nous signale que ce sera livré dans la journée, donc du lendemain. Ça fait quand même 6 jours. À 9h, on reçoit un SMS, que je vous cite de mémoire, 9h du matin, c'est le jour J. Cette fois, c'est Chronopost qui nous annonce sans aucune parole d'excuse qu'on sera livré cet après-midi entre 16 et 17. Vous organisez votre emploi du temps. À 17h, un numéro de portable apparaît sur votre écran. Vous décrochez. Bonjour monsieur, c'est Chronopost. Je descends, lui dis-je. Non, j'arrive dans 10 minutes. 10 minutes après, vous promenez votre chien en bas, 20 minutes, 30 minutes, vous essayez d'appeler le type qui ne répond pas, évidemment, et qui n'est pas sur répondeur. Le site Amazon vous dit « ce sera avant 20h ». Vers 19h, vous appelez le numéro non surtaxé de Chronopost. Votre temps d'attente est estimé à moins de 5 minutes. Au bout de 12 minutes, une voix féminine vous dit « renouvelez votre appel » et clac. Nous passons au samedi matin. Le site Amazon vous dit « vous serez livré aujourd'hui avant 20h ». Mon vieux monsieur n'a plus de piles dans les oreilles, et du coup mes explications passent évidemment très très mal, à la fois moralement et physiquement, puisqu'il n'entend plus. En revanche, il m'accable de sarcasme sur la société idéale où on se fait tout livrer soi-disant du jour au lendemain, et il me dit d'aller lui acheter des piles chez l'opticien du coin. Ce que je fais, de retour sur Internet. Tandis qu'il ricane derrière moi, je lis tout haut sur le site Chronopost que la société s'implante en Chine. Ah ben c'est très bien, me dit mon hôte, à ce régime-là, ils vont les couler en moins d'1 an. Et bien voilà, c'était la version campagnole de la guerre commerciale sino-européenne. Si vous avez un octogénaire autour de vous qui se reconnaîtra là-dedans, faites passer. Merci, ça s'appelle Campagnole TVL et c'est sur YouTube.